La désinformation fait rage depuis le début de la guerre, on vous en parle régulièrement, surtout côté russe. Ce dont on va parler maintenant va bien au-delà de la propagande habituelle. C'est une énormissime fake news qui consiste à affirmer qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Il n'y en a pas. On va en parler avec nos invités. Je vous rappelle que nous sommes avec Jean de Glignasti, Olivier Weber, le Gérald Norlin, Oksana Melnichuk et nous sommes aussi en ligne avec Marie Pelletier. Bonjour à vous. Vous êtes historienne, professeure à la Haute École Galilée de Bruxelles, l'une des meilleures spécialistes du complotisme et de la propagande des régimes autoritaires. Vous traquez et vous expliquez les fake news qui circulent partout. Si vous le permettez, je voudrais qu'on s'arrête sur un exemple. On va voir plusieurs exemples avec vous. Mais par exemple, la guerre n'existe pas. Regardez ce qu'on voit. C'est un clip du ministère ukrainien, du gouvernement ukrainien, qui montre, photo après photo, comment l'Ukraine est capable de se reconstruire. Et on le voit, une demi-année s'est écoulée, ça c'est le commentaire qui est fait avec cette vidéo, donc ça date d'octobre. Depuis que les occupants russes ont été chassés de la région de Kiev, les Ukrainiens nettoient le désordre, pas à pas, maison par maison. Il en sera ainsi jusqu'à la victoire complète sur les ténèbres et la tyrannie russe. Voilà, ça c'est le clip du gouvernement ukrainien. Stu Peters, il s'appelle Stu Peters, c'est un Américain. C'est un anti-vax notoire aux États-Unis. Il est producteur de plusieurs documentaires qui sont des concentrés de thèses complotistes sur la pandémie. Je pense que Marie Pelletier le connaît bien. Eh bien, il a pris cette vidéo, il a utilisé cette vidéo qui, pour lui, démontre parfaitement que la guerre n'existe pas. Puisque, en réalité, les bombardements sont truqués. Les édifices, et il invoque ces photos, sont en réalité restés en parfait état. Voilà comment on détourne, c'est assez simple comme procédé, comment on détourne évidemment la réalité. Marie Pelletier, est-ce que c'est répandu, cette fake news selon laquelle la guerre en Ukraine n'existe simplement pas ? C'est toujours difficile d'évaluer exactement l'impact que ce genre de théorie peut avoir, c'est-à-dire l'écho que ça peut avoir chez les gens et qui y adhèrent pleinement ou bien en partie, on pourrait dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de théorie, ça distille le poison du doute. Et ça, c'est vraiment une arme rhétorique des conspirationnistes. C'est utiliser le doute, alors en fait le doute au service d'une vision idéologique. C'est-à-dire que les conspirationnistes savent qu'ils s'adressent déjà à des personnes qui sont défiantes à l'égard de ce qu'elles perçoivent comme le récit officiel, donc le récit des médias, des politiques, etc. Et qui donc ne demandent qu'à croire en quelque sorte que ce récit officiel est mensonger. Et donc ce qu'on appelle fake news, moi j'aime pas tellement le terme parce qu'il a été popularisé par Trump, mais bon, en tout cas, oui, c'est ce genre de fake news, c'est vraiment au service finalement d'un récit et d'une vision idéologique. Ça, je pense que c'est vraiment important à comprendre, c'est un outil pour distiller le doute et appuyer un récit qui est en fait un récit anti-système et de défiance à l'égard du récit démocratique. Et quels sont les moteurs de ceux qui relaient cette idée qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est par anti-américanisme ? Est-ce que sont des informateurs profondément pro-russes ? Quelles sont finalement leurs motivations ? Le conspirationnisme, il vient charrier, on pourrait dire, deux grands objectifs. C'est à la fois le rejet de la parole des démocraties, et donc oui, ça brasse et ça charrie aussi de l'anti-américanisme, mais en tant que démocratie, en quelque sorte, comme si la démocratie était un leurre, était mensongère, était manipulatrice, ce qu'elle est parfois, hein, mais ça veut pas pour ça dire qu'elle ment toujours, bien évidemment. Et ça charrie aussi un autre objectif, c'est la déshumanisation des victimes. Et donc, ça aussi, c'est important. Parce que quand on dit la guerre en Ukraine n'existe pas, on s'attaque évidemment aux Américains, ou au discours des médias, ou aux politiques, etc. Donc, on adhère à un récit anti-système, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, par là même, on appuie Poutine, évidemment. Mais par ailleurs, c'est ça qui est important, on déshumanise les victimes ukrainiennes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à dire et à redire. C'est un procédé de désensibilisation, on pourrait nous dire. C'est-à-dire
C'est un procédé qui vise à nous détourner du sort des victimes, en disant que les victimes ne seraient pas réellement des victimes. C'est un mécanisme très semblable par exemple, ce qu'on peut voir autour du négationnisme, autour du génocide juif. C'est le même genre de dynamique. C'est en fait nous détourner du sort des victimes, couper notre empathie. La propagande déteste notre capacité, notre propension à l'empathie. C'est ce qu'elle veut couper, elle veut nous désensibiliser. C'est très intéressant. Et en appui de ce que vous dites, Marie Pelletier, regardez cette vidéo de complotistes, justement. C'est une photo d'un duplex, d'un journaliste, on va le voir, devant des sacs mortuaires. Et on voit dans cette vidéo un homme bouger. Évidemment, les complotistes récupèrent en disant « Mais vous êtes censé être mort !» La guerre n'existe pas, tout ça, on nous en fume, absolument. En réalité, il s'agit d'un reportage filmé en février 2022 sur une manifestation pro-climat à Vienne. Et donc, effectivement, ce ne sont pas du tout des morts, ce sont des activistes qui simulent, comme souvent d'ailleurs dans les actions écologistes, le fait d'être décédés du climat. Eh bien, cette vidéo, elle a été retouchée. Elle a été recadrée, on va revoir peut-être l'image, pour évidemment dire qu'il n'y a pas de victimes et aussi pour décrédibiliser, j'imagine, les médias traditionnels. Général Norlin, vous vouliez intervenir avec Marie Pelletier. Oui, bonjour madame. Moi j'ai une question, parce qu'on a du mal à évaluer quel est l'impact de ces fake news. Parce qu'on dit toujours telle vidéo a eu tant de millions de vues, etc., etc. Mais est-ce qu'on est capable d'évaluer l'impact de ces fake news? Par exemple, on dit que pour ceux qui pensent que la Terre est plate, il y en a 10% ou je ne sais plus combien, 2% de la population américaine, par exemple, qui pensent ça. Mais est-ce qu'on a des instruments d'évaluation? On en manque d'instruments d'évaluation. Alors régulièrement, il y a des études avec des sondages, etc., où on essaye d'estimer le degré ou le niveau de conspirationnisme à l'intérieur de la société, mais on fait face en fait à un gros problème, j'ai envie de dire, de méthode, c'est que le conspirationnisme, il se répand à des degrés divers. Et donc ça, c'est très compliqué à évaluer. Par exemple, quelqu'un qui va regarder une vidéo qui dit que la guerre en Ukraine n'existe pas ne va pas forcément y adhérer complètement. Elle va souvent faire une sorte de compromis en disant « je crois quand même qu'elle existe, mais enfin ça pose quand même des questions ». Et ça, comment on évalue ce doute, ce poison du doute qui justement se répand à des degrés divers? C'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que moi j'essaye toujours d'imaginer le conspirationnisme comme un imaginaire collectif qui imprègne l'ensemble de la société à des degrés divers. Et je pense qu'on doit le combattre comme un problème collectif global de société et non pas comme un problème qui concerne juste une petite partie radicalisée. Okay. Parce que sinon, on passe à côté, malheureusement, de tout le reste qui est tout aussi problématique. Encore un exemple qui est très populaire aussi dans les milieux complotistes, c'est le sosie de Zelensky. Zelensky, depuis le début, il est plus censé être à Kiev, il est sur des fonds verts qui lui permettent de simuler sa présence à Kiev. En réalité, il n'est pas là. Bon, c'est une cible. Et alors là, regardez, c'est la dernière théorie qui est née après la visite de Joe Biden à Kiev. Sur les images qui ont été filmées, on aperçoit un homme qui est vêtu comme Zelensky. Vous le voyez derrière. Et c'est utilisé pour prouver que le président ukrainien collabore avec des sosies et donc il n'est jamais là où il prétend être. Or, de qui s'agit-il ? Il y a un journaliste de la BBC spécialisé dans la désinformation qui a démontré, qui a déconstruit cette affirmation, parce qu'en réalité, il s'agit de Maxime Donetz. Vous le connaissez peut-être, Roxana. Voilà, vous le voyez à gauche également, hein. Voilà, c'est celui-là qui est à gauche. C'est le garde du corps du président ukrainien. Il ne ressemble pas vraiment à Zelensky, mais c'est vrai que ce jour-là, on va revoir peut-être, Marion, la photo précédente. Ce jour-là, il était quasiment habillé comme lui. Et les complotistes qui traquent le moindre indice qui pourrait leur servir à dire que les médias traditionnels désinforment, et pas eux, eh bien, ils s'en sont emparés. On peut revoir la photo où on les voit dans l'escalier ou la vidéo, et où effectivement on a le sentiment, voilà, ils sont habillés un peu pareil, enfin pas le pantalon, mais disons que le sweatshirt est là-haut. Voilà, on s'empare de ça, Olivier Weber. Ça, par exemple, eh bien, ça fait le miel
de tous ceux qui s'en prennent à cette guerre. Il faut quand même être tordu pour dire que la guerre d'Ukraine n'existe pas. Oui, absolument, et on est dans le conspirationnisme d'une part, et puis sa résultante aussi, que le négationnisme qu'a évoqué à juste titre Marie Pelletier. Moi, je reviens du Caucase du Sud et d'Arménie, où il y a un négationnisme encore de la part de ce néo-empire, qui est celui de la Turquie, puisqu'on réfute totalement le génocide d'1,5 million d'Arméniens en 1915. Et oui, c'est presque aussi la conséquence d'une sursaturation d'informations que l'on a. Et puis, troisièmement, et c'est une question que j'aimerais poser à Marie Pelletier, c'est que, et merci d'avoir élevé le débat du politique, ou de la gestion du politique des fake news, à la question de l'éthique, la non-compassion, l'absence d'empathie pour les victimes et cette vision non humaniste de la guerre. Une guerre, forcément, c'est un truisme, mais il faut le rappeler, a des conséquences pour les civils. Ce sont les civils. Depuis 1945, 94% des victimes des 200 conflits qui ont existé, c'est un chiffre mineur, les 200 conflits, 94% des conflits sont des civils, c'est-à-dire que les militaires tuent de moins en moins des militaires. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression, Marie Pelletier, que il y aura une montée en puissance des fake news dans les mois qui viennent, et surtout l'année prochaine, avec l'élection présidentielle américaine qui se dessine, et surtout la bataille des primaires à l'intérieur du camp républicain, surtout entre les Trumpistes et Ron DeSantis, le fameux gouverneur de Floride. C'est compliqué, encore une fois, d'évaluer d'abord d'évaluer ce qui va arriver, et puis d'évaluer le degré de circulation de fausses informations. Oui, il y a évidemment un risque, parce qu'en fait, le complotisme, il prospère toujours sur des symboles, sur des moments importants. C'est-à-dire que plus une actualité est chargée symboliquement, plus le complotisme et les théories du complot, etc., parce que finalement, les fake news, elles sont au service du conspirationnisme, bien évidemment, elles viennent toujours pour essayer de casser un symbole. Et évidemment, une élection américaine, c'est un symbole important. En plus, on sait ce qui s'est passé avec le Capitole, etc. Enfin, on a déjà un contexte de remise en cause des élections démocratiques, ou bien en prenant aussi l'exemple brésilien. Et donc, oui, je pense que de toute façon, aujourd'hui, mais c'est le cas depuis 2017 en fait, c'est le cas depuis l'élection de Trump, c'est qu'on a des forces conspirationnistes qui sont extrêmement puissantes au sein de la société et qui sont capables d'influer le débat public et en ce compris évidemment d'influer sur une élection. L'élection de Trump était déjà une illustration de ça. Et pardon, il y a un certain nombre. Ça ne va pas s'arranger. Il y a un certain nombre de comptes américains de droite avec de nombreux adeptes qui sont derrière ces thèses conspirationnistes. Et il y en a un, vous connaissez peut-être, Marie Pelletier, qui s'appelle Kyle Beck, qui a 5 millions de. Il a publié un tweet récemment, Kyle Becker. Voilà ce qu'il dit. 5 millions de vues déjà. J'en ai assez du manque d'images de la guerre en Ukraine. J'ai travaillé dans les nouvelles du Cap. Je suis initié. Lorsque ça saigne, il y a un risque. Où sont les images de guerre? Où sont les photos gagnantes du prix Pulitzer? Cela ressemble à une arnaque. Et le peuple américain en a marre. Produire déjà le justificatif. Nous n'envoyons pas nos fils et nos filles mourir, etc. Donc, voilà. Ce qui me frappe, c'est où sont les images de guerre? On en a marre. On en a marre de se faire avoir, cette espèce de complainte. Et ce tweet, c'est important, a été relayé sur la plateforme de Trump. Et l'ex-conseiller de la sécurité nationale des États-Unis sous Trump, M. Michael Flynn, a dit « Je défie quiconque de dire qu'il a tort ». Voilà, on en a marre de cette guerre, et d'ailleurs elle n'existe pas. Je défie quiconque de dire qu'il a tort sur l'ensemble du tweet. C'est quand même l'ancien conseiller de la sécurité nationale. C'est très, très ancré dans les rouages, évidemment, de l'ultra-droite américaine. Comment vous ressentez ça, vous, Oksana? Vous savez, comme une violence, c'est une violence contre les victimes, c'est incroyable. J'aimerais bien que tous ces gens-là qui sont cités avec leur nom, prénom, qu'ils soient mettre à justice, parce que c'est un crime de guerre, et parce que c'est une désinformation, c'est la dévalorisation des victimes, comme Marie l'a bien dit, mais vous savez, ça correspond tellement au langage de Trump. Voilà, l'infiltration de Poutine par Poutine, l'influence de Poutine, de putinisme, il passe par les canaux comme ça. Parce que qui ne veut pas reconnaître la guerre? C'est Poutine. Qui dit que c'est une opération spéciale, c'est pas la guerre, c'est Poutine. Qui dévalorise les Ukrainiens, c'est Poutine. Donc les gens qui disent les choses pareilles, ils sont les complices de Poutine. Mais je voudrais profiter pour dire que, vous savez, les sociétés, toutes les sociétés, il y a les sociétés, c'est les citoyens. Mais dans les territoires, il y a aussi les habitants des territoires qui ne font pas partie de la société.
Ce sont les gens qui mangent les burgers et mayonnaise. Donc, et la personne qui fait ce genre de choses, c'est le mangeur de mayonnaise, comme on dit chez nous. Ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau, il n'a pas de esprit critique. Soit il est con, soit il travaille à la demande pour fournir ce genre d'informations. Mais pour défendre mon peuple, je voudrais dire qu'il y a une recette de la résilience ukrainienne. Et cette recette, elle est simple. Première chose, c'est une adaptation. Deuxième chose, c'est la résistance. Et troisième chose, très important, c'est le auto-renouvellement le plus vite possible. Et les photos qui étaient faites par notre ministère, c'est pour montrer que nous sommes capables d'adapter à la situation, résister et renouveler le plus vite possible pour prouver que la vie toujours gagne contre la guerre. Mais on comprend que pour vous ce soit absolument insupportable, évidemment. Marie Pelletier, en France, est-ce qu'ils sont très actifs, ces réseaux complotistes qui nient la réalité de la guerre? Ils sont très actifs et je voudrais juste rappeler, qu'il y avait quelque chose qui avait bien fonctionné sur les réseaux français. C'était justement l'hypothèse que Volodymyr Zelensky n'était pas à Kiev, qu'il tournait toutes ses vidéos dans les rues de Kiev ou dans son bureau depuis un fond vert qui permet ensuite de superposer les images. Et donc, c'était là aussi l'enfumage parfait. En fait, il était sur une plage, je ne sais pas où. Voilà ce que disaient en gros les complotistes. Est-ce qu'en France, c'est très actif ? Oui, les réseaux conspirationnistes sont très actifs en France. De toute façon, ils sont très actifs aujourd'hui vraiment dans l'ensemble, j'allais dire des sociétés occidentales, mais pas seulement occidentales, bien évidemment, bien que moi j'observe surtout des sociétés occidentales. Au niveau francophone, on a des réseaux qui sont extrêmement structurés et qui sont aussi reliés en grande partie à l'extrême droite. C'est important, ce qui vient d'être rappelé aussi d'ailleurs, c'est que le conspirationnisme, c'est une arme politique. C'est pas juste pour répandre des informations farfelues, c'est un soutien clair au projet politique de l'extrême droite, c'est un soutien clair aux dictatures. Et malheureusement, ce soutien aux dictatures, ces convictions d'extrême droite, etc., elles sont bien installées dans la société française, bien évidemment. Et on l'avait déjà vu avec la crise sanitaire, etc. Enfin, on a eu des précédents en amont de la guerre en Ukraine. Ça, je pense que c'est extrêmement important à dire et à redire. C'est qu'on a des réseaux qui sont déjà bien installés et qui ont déjà convaincu une partie de l'opinion publique. Est-ce que ces réseaux sont manipulés par les Russes? Voilà. C'est la question que voulait poser aussi Général Norlin. Oui, je pense que oui. Manipuler, certainement. Commanditer, c'est compliqué à évaluer. Moi, j'essaie toujours de ne pas faire ce qu'on pourrait appeler du complotisme à l'envers. J'essaie de pas avoir de complot russe, quoi, si vous voulez, ou en tout cas de ne pas en voir partout. Maintenant, qu'il y ait des liens structurels entre, par exemple, l'extrême droite française et le Kremlin, bien évidemment, ça a été documenté par des chercheurs, par des historiens depuis très longtemps. Voyons notamment tout le travail qu'a fait, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Cécile Vessier sur les réseaux du Kremlin en France. Mais est-ce que c'est une arme qu'utilise de façon très efficace Poutine? Nourrir ce complotisme-là? Bien sûr, parce que Poutine a eu cette intelligence politique, une intelligence qui est tout à fait machiavélique, bien évidemment, et de comprendre qu'il y avait un enjeu discursif très grand au sein des opinions publiques occidentales, et que le complotisme était une arme de soutien aux dictatures, et que s'il arrivait à s'allier avec ces réseaux, en quelque sorte, il pourrait convaincre de plus en plus de personnes dans nos sociétés d'adhérer à son projet politique. Donc il y a vraiment une entreprise discursive de long cours. Pour conclure, Marie Pelletier, un mot de Jean de Lignasty. Bonjour madame, c'est très intéressant, je vous remercie. Là, en fait, on a parlé du complotisme, si j'ose dire, d'État, c'est-à-dire qui s'intègre dans une propagande étatique, russe ou autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un complotisme, j'allais dire, au niveau de la population au degré zéro, qui est dû d'abord à l'effondrement de l'éducation nationale dans la plupart des États occidentaux, qui est dû au fait, au monopole du mainstream dans les médias et d'autres raisons qui font que les gens par nature, j'allais dire, aiment bien s'opposer et racontent n'importe quoi. Pardon, on est très contraint. Quelques secondes de réponse, Marie Pelletier. Oui, bien sûr. Simplement pour dire qu'effectivement, de toute façon, le complotisme est un phénomène multifactoriel, bien sûr. Mais il répond à une offre politique des dictatures, par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il vient aussi s'arrimer à des problèmes qui sont présents dans nos sociétés, tout à fait.
Voilà, le travail qu'on fait sur LCI, en tout cas, documente chaque jour la réalité de cette guerre. Merci beaucoup, Marie Pelletier, d'avoir été avec nous pour évoquer, encore une fois, quelque chose qui semble inouï quand même de notre point de vue.